Bien, ben nous allons commencer. Nous sommes donc parvenus à hauteur des demi-finales, ce qui est moins difficile pour nous que pour les équipes, malgré tout. Nous faisons jusqu'à la finale inclus sans problème. Et nous avons aujourd'hui une présentation particulière puisque notre ami Sandro Russo, venu d'Italie, va nous allons présenter une petite pièce de théâtre concernant l'éducation. Alors Sandro Russo est professeur de sociologie à l'université de Bologne et bien entendu il enseigne donc la sociologie, il y a consacré des travaux divers, mais je crois pouvoir dire que son intérêt fondamental est tourné du côté de la Chine, à laquelle il s'intéresse depuis très longtemps et dont il connaît des aspects extrêmement nombreux. Et on pourrait dire que centralement, concernant la Chine, sa question c'est ce qu'on pourrait appeler l'énigme de la révolution culturelle. Qu'a été la révolution culturelle? Qu'a été ce processus historique qui maintenant en Occident est complètement effacé, considéré comme un chaos sanglant, inutile et totalitaire, qui en réalité est un des événements politiques les plus importants, sans aucun doute, du XXe siècle, mais précisément pour le savoir, pour le comprendre, il faut travailler, il faut compulser de nombreux documents, il faut avoir une mémoire historique très solide, et c'est le cas de Sandro Russo qui véritablement a consacré toute une partie de ses enseignements, de sa pensée, à s'approcher de cette énigme de la révolution culturelle. Il est par ailleurs très intéressé à un autre problème, mais quand je dis un autre problème, c'est un peu le même sous une autre forme, qui est le problème « qu'est-ce que l'éducation ?» Évidemment, vous voyez le lien. Qu'est-ce que l'éducation? C'est aussi qu'est-ce que la transformation des esprits? Qu'est-ce que la possibilité d'installer une école réellement égalitaire? Comment l'école peut-elle contribuer au façonnage d'un nouveau monde, etc. Et donc, entre la passion pour l'énigme de la révolution culturelle et la question « qu'est-ce que l'éducation ?» il y a évidemment un lien très important. Alors, quelques mots sur les publications de Sandro Russo qui sont généralement en italien, mais également en anglais. On a en particulier, accessible en anglais, un livre qui s'appelle « La révolution et la culture révolutionnaire ». On a aussi dans les écrits périphériques de Sandro Russo, il y a un livre très intéressant sur Malaise dans la civilisation de Freud. Il y a, pour montrer l'étendue de sa gamme, il a contribué évidemment à des traductions ce qu'on appelle les poètes obscurs de la Chine contemporaine, d'ailleurs en particulier la poésie qui a surgi après la révolution culturelle et référée à la révolution culturelle. Et il a traduit et présenté un livre tout à fait perdu de vue en France, qui est L'évolution pédagogique en France, qui est un livre du sociologue Durkheim, qu'il a édité et présenté. Alors voilà, tout cela fait de Sandro Russo une figure tout à fait singulière et intéressante, au carrefour, je dirais, de le souci sociologique et interprétatif des phénomènes collectifs et de l'histoire récente, brûlante du XXe siècle. Voilà, alors nous allons tout à l'heure entendre la pièce et je remercie les amis qui contribuent à cette présentation, mais je vais d'abord donner la parole à Sandro qui, comme vous le constatez, s'est mis à la droite de la tribune, et moi à la gauche, mais vous ne manquerez pas de remarquer dans la pièce que cette distribution est tout à fait arbitraire, sinon même contradictoire. Voilà. Sandro, à toi. Oui, je remercie Alain Badiou pour cette invitation et pour avoir organisé cette lecture de cette pièce. Je dis seulement quelque chose sur l'origine et un peu aussi sur la forme qui a pris
cette pièce. À l'origine, il y a une invitation par finalement un élève d'Alain Badiou, un philosophe australien qui s'appelle Adam Bartlett et qui m'a proposé de participer à un livre collectif dont le titre était un peu intimidant. C'était «Qu'est-ce que l'éducation?» Donc c'est facile de répondre avec, on dit, faisant de la rhétorique avec un titre comme ça. Mais la proposition était intéressante et donc j'ai accepté de faire en me concédant la liberté de trouver une forme adéquate à la question. Et la forme m'est venue, les inspirations, les encouragements sont venus d'un côté du théâtre d'Alain Badiou, parce qu'on se sent dans la pièce qu'il y a. J'ai pris un peu de son théâtre et aussi des dialogues de Platon et aussi de la façon théâtrale que ont les dialogues de Platon et qui est mise en relief par l'hypertraduction qu'Alain Badiou a faite de la République, et en plus de feuilletons philosophiques qui vient d'être publié. Donc c'est ça les sources de ce travail. Les questions qui sont posées, qui a posé l'amie australienne, sont fondamentalement deux. Une question un peu, comment on dit, philosophique fondamentale sur qu'est-ce que l'éducation et en particulier comment réagir devant ce qu'il appelle la corruption de l'éducation. Il cite Platon, une citation célèbre des lois de Platon dans laquelle Platon parle de la corruption de l'éducation qui est citée ici dans la pièce. Et encore plus une question on dit, politique et contemporaine qui est comment évaluer, comment penser l'expérience, l'existence historique de l'école publique, de l'école d'État du XXe siècle. Alors, ce sont un peu les deux centres du texte. Comment penser l'éducation et sa corruption, entre guillemets, et comment penser le déclin et la fin de l'école du XXe siècle, et donc aussi son début et son origine. Comment faire un bilan avec possiblement des catégories nouvelles. Nous avons besoin de nouvelles catégories pour repenser en général la politique, l'État et les phénomènes collectifs du XXe siècle, et en particulier en ce cas pour repenser l'histoire de l'école. Donc oui, on va commencer la lecture. Je remercie les deux acteurs et aussi le grand acteur qui est Alain Badiou, vraiment, vous verrez, qui joue le rôle le plus difficile. Et on va commencer. Prudencia, elle se promène toute seule sur une colline arborée, depuis laquelle on peut voir dans la plaine des ruines indistinctes entourées d'une végétation luxuriante. Ah, que de ruines lugubres là-bas. Un peu moins si on les regarde depuis le sommet, mais toujours très sinistres. Il n'y a que de Mévalp qui puisse convoquer une réunion à 7 heures du matin. Après toutes ces années, j'avais presque oublié ses habitudes. Mais cette fois-ci, il est en retard. C'est ça. Les femmes sont toujours à l'avance et elles doivent apprendre à attendre. Desmoval, qui était resté caché. Vous vous trompez, Prudencia. Je suis déjà là depuis un certain temps et j'ai déjà commencé l'inspection. Je m'étonnais de votre absence. Loin de moi l'idée de faire attendre une dame. Toutefois, je ne crois pas que les femmes soient tellement à l'avance. Je crois savoir que, selon Freud, vous autres femmes, vous ralentissez les progrès de la civilisation. Depuis quand, monsieur de Méval, avez-vous entrepris d'étudier la psychanalyse? Et d'où tenez-vous que Freud était favorable à l'accélération virile? Ou alors c'est vous qui projetez sur Freud votre intense désir de progrès? Oh, que cela ne tienne, je ne faisais que bavarder. Hein. Nous ne nous sommes plus vus depuis longtemps, monsieur de Méval. Est-ce que vous êtes devenu maximaliste?
J'étais là à 6h30 à l'heure, comme d'habitude, dans la section des compétences pour l'évaluation du ministère de la Communication, à laquelle j'appartiens aujourd'hui, tout comme j'arrivais autrefois dans mon bureau de directeur d'école. Je m'en souviens parfaitement. Au bureau à 6h30. Vous êtes inguérissable. Vous souffrez d'une insomnie gouvernementale chronique. Freud lui-même serait incapable de vous guérir. Mon insomnie ne concerne que moi, mais je veille sur le salut des institutions. Entre Parlomur et Diortos. Bonjour Madame Prudentia, et bonjour à vous aussi, Votre Excellence. Je ne suis pas une excellence, mais je veille au nom de l'excellence. Monsieur de Méval excelle dans la paronomasie. Et vous, Prudentia, vous excellez dans les petites blagues. Quant à vous, monsieur Parlomur, tout libre penseur que vous êtes, vous n'avez jamais été un homme des institutions. Je pressens que je vais gaspiller mon temps avec vous. Et je vous préviens, mon emploi du temps est strictement réglementé. Ce n'est pas mon cas, monsieur Desmoval. Je prends le temps dont j'ai besoin. Je n'ai jamais été enclin à la jouissance gouvernementale des temps réglementés. C'est le destin qui nous fait rencontrer une nouvelle fois. Et il ne faut pas croire que j'ai fait quoi que ce soit pour que cette rencontre ait lieu. Oh bah moi non plus, hein, loin de là. Bien, je profite de cette occasion pour vous présenter le commissaire Diortos. Il conviendra de lui expliquer un tout petit peu la situation, car il vient d'arriver de très loin. Excellent! Un commissaire étranger est là. Oh, il garantit l'adéquation des niveaux d'internationalisation imposés par le règlement, ce qui a des conséquences, comme vous le savez, quant aux notes d'évaluation que recevra notre commission. Soyez le bienvenu, monsieur le commissaire. Je m'appelle Prudentia, je suis enseignante. Nous sommes d'anciens collègues, Parlomur et moi. De Méval était, il y a très longtemps, le directeur de notre école et aujourd'hui, le destin nous le fait retrouver en tant que président de cette commission. De belles retrouvailles, pour ainsi dire. Je suis ravi de vous rencontrer, Madame Prudentia, et de vous rencontrer aussi, Monsieur le Président. Desmoval. Enchanté, monsieur le commissaire. Je suis dirigeant du premier niveau de la section générale de l'évaluation démocratique auprès du ministère de la Communication. Il arrive parfois qu'on s'identifie à son nom. Nous avons eu ici, en Italie, un chef de la police qui s'appelait Matraque. C'est vrai? Incroyable. Je suis tout à fait sérieuse. Quoi qu'il en soit, nous sommes, Parlomur et moi-même, les deux enseignants invités à participer aux travaux de cette commission et à entreprendre l'inspection préliminaire des ruines de cet établissement scolaire. L'édifice avait été détruit lors du grand tremblement de terre il y a plusieurs décennies. Là, voyez-vous, il n'y a plus que des décombres recouvertes de ronces et de buissons sauvages. Qui pourrait deviner que ces ruines furent autrefois une école ? Et pourtant, il y avait eu un énorme scandale relayé par les journalistes et les médias. Mesures de protection anti-séisme insuffisantes. Mais rien n'a été fait depuis. Ici, pas plus qu'à d'autres endroits dévastés, si bien que la plupart des édifices ont été laissés à l'état de ruine le plus complet. Et pourquoi maintenant cette commission a-t-elle été instituée? Il y a un nouveau gouvernement. Les leaders de la coalition de l'harmonie gouvernante se sont entre-déchirés lors du dernier scandale financier. Et après les émeutes, vous êtes peut-être au courant du fait qu'elles ont été particulièrement violentes dans cette région. Un nouveau gouvernement a été formé par le nouveau tribunat de la plèbe. Les gens du tribunal font tout le possible. Vous savez comment se passent ces choses-là, hein? Un gouvernement ne tient que par les médiations, les négociations. Tu me rends un service, je te rends un service. Pas de maximalisme, n'est-ce pas? Le mieux est l'ennemi du bien. Votre sagesse est proverbiale, monsieur Desmoval. Mais dans le programme gouvernemental du tribunat, il y a des points sur lesquels il ne transige guère. Je l'ai lu, vous savez. Parmi les réformes prioritaires, il y a la communication scolaire intégrée. Je ne comprends pas très bien le sens de l'adjectif intégré, mais le texte est clair. La communication éducative est la base de la démocratie communicationnelle. Bon, vous vous doutez bien que je l'ai lu, moi aussi, ce texte. Il en est très certainement ainsi. Éducation,
rime avec communication. Êtes-vous également poète, monsieur Deméval? Écoutez, c'est simple. Le ministère de la Communication démocratique, qui dirige également les anciens services de la communication scolaire, a constitué toute une série de commissions, telles celles que je préside, chargées de mener des inspections dans les anciennes zones frappées du tremblement de terre et de tester la possibilité d'y ouvrir des entreprises territoriales pour l'edutainment. Toutefois, sur ce point, je me suis permis de proposer une dénomination plus précise. Edu-infotainment. Cette proposition fait à présent l'objet d'une discussion au sommet. Comprenez-vous? Excusez-moi, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Edu-infotainment. Abrégé en EIT. D'où ATEIT. Une éducation qui informerait, certes, mais qui serait capable de captiver le public par des formes communicationnelles adéquates, multimédiales et performatives. Mais cela ne demanderait des cours spéciaux pour la formation des enseignants déjà nommés? On ne devient pas multimédial et performatif du jour au lendemain? Oh, mais non! C'est là qu'on voit à quel point vous êtes rétrograde. Nul besoin de cours spéciaux. Il suffit de regarder autour de soi, les médias, la télé, et puis vous pouvez tout trouver grâce à Internet. Ignorez-vous peut-être que les gens du tribunat ont inséré les séries télé américaines consacrées aux hommes politiques dans les programmes de communication éducative pour les futurs ministres? Oui, oui, j'en ai entendu parler, quelque chose comme Sex in the Government, si je ne me trompe pas. Oh ben pour l'école, il y a une série extraordinaire qui a une grande valeur pédagogique. The Enjoyment of Empowerment. Vous ne pouvez vraiment pas éviter les rimes? Vous autres enseignants, vous devriez aussi vous inspirer, pourquoi pas, des talk shows et des jeux à la télé. Je m'aperçois que vous faites la fine bouche, comme le disait un ministre, devant les étudiants capricieux et enfants gâtés. Il faut reconnaître que l'époque a changé, que l'évaluation de la performance des enseignants doit incorporer, si elle veut être exhaustive, des systèmes de notes intégrés et de crédits, capables de tester de manière objective leurs compétences dans l'éducation, l'information et surtout l'entertainment. Ce dernier est un terme difficile, mais très difficile à traduire. Bon, à vrai dire, il est très facile de le traduire. Ce mot veut tout simplement dire amusement. Comme ça, c'est trop simple, hein. Il faut tenir compte des aspects pédagogiques. Il est question d'empathie et aussi un peu de sympathie. Votre talent naturel pour la rime ne se dément point. Il faut que les enseignants éduquent, c'est évident, hein. Inutile de revenir là-dessus. Mais ils doivent principalement émettre un flux informationnel adéquat. Et ils doivent aussi, pourquoi pas, savoir créer un sentiment de bien-être, de satisfaction. C'est cela l'entertainment. C'est la mission du EIT qu'il s'agit d'insuffler dans toutes les entreprises territoriales. Il serait même possible de les ouvrir avec un franchising. Attendez un instant, monsieur Deméval. Franchising, EIT, mission, insuffler ceci ou cela dans chaque entreprise territoriale? Vous êtes trop pressé. Les travaux n'ont toujours pas démarré et vous imposez déjà les conclusions. Et dans quel but, en outre? Le sentiment de bien-être? N'oubliez-vous pas quelque chose? Bah vous aussi, vous êtes gravement rétrograde, hein? Ou alors vous faites semblant de ne pas comprendre. Ignorez-vous que nous allons bientôt instituer les premières chaires de pédagogie du bien-être? À vrai dire, je l'ignorais. Moi non plus, je n'avais pas connaissance d'un projet si audacieux. Excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien les tâches de la commission, ni les critères de sa composition. Je les résume. La commission est présidée par le fonctionnaire ministériel de premier niveau, M. Deméval.
comme il l'a lui-même rappelé, lequel est chargé de garantir l'objectivité des critères d'évaluation dans la perspective d'une reconstruction éventuelle. En revanche, personne n'a encore décidé s'il doit être question d'entreprise EIT. Prudencia, vous êtes toujours en retard. Contrairement à ce qu'on dit, la femme est loin d'être toujours à l'avance. Je vais vous faire, monsieur le commissaire, je vais vous faire un résumé plus clair. Il faut que parmi les membres de la commission, il y ait une enseignante. Je suis un fervent partisan de l'égalité des chances, vous savez. Chargez eux, comme le prescrit le décret de loi, de représenter les besoins de la plèbe scolaire. Étant donné la mentalité rétrograde des enseignants aujourd'hui, il aurait suffi d'inviter une seule enseignante. Mais comme les règlements ministériels imposent qu'une composante de la commission soit choisie dans les listes des experts pourvus de l'habilitation communicative nationale, le tirage au sort a choisi, je ne sais pas comment, Palomur, qui est pétri d'archaïsmes idéologiques et qui a pourtant obtenu la qualification, je me demande comment, d'expert remplaçant complémentaire. Hélas, je ne peux imaginer rien de pire. Heureusement, vous êtes là, vous, monsieur Diortos, qui garantissez, à titre d'expert étranger, la notation du niveau d'internationalisation. J'observais la disposition spatiale des décombres que l'on peut voir ça et là à travers les ronces. À Olympia, les colonnes du temple de Zeus, détruites par l'empereur romain Théodose, furent dégagées vers l'extérieur avec des cordes. Ainsi, les tronçons de marbre dont elles étaient composées sont placés maintenant hors du périmètre du temple d'une manière qui est presque régulière. C'est comme si le temple avait été aplati au sol, mais avait gardé sa forme originaire. Ici, au contraire, l'édifice semble avoir implosé vers l'intérieur. Tout est confus, les ruines semblent se superposer les unes aux autres en des strates différentes. Vous savez, le tremblement de terre... Mais dites-moi, c'était une école de quel genre? Là-bas, dans la clairière, on dirait les résidus d'un pavé. Qu'est-ce que c'était? Une salle de sport, une salle de spectacle, un laboratoire? Qu'importe le genre de l'école, ce n'est plus qu'un tas de ruines. On en a oublié jusqu'au nom. Je comprends. Donc, je voudrais, avec votre accord, essayer de dire quelque chose afin de contribuer aux travaux de la commission. Ah ben, je vous en prie. Ben, écoutons, monsieur le commissaire international. Vous avez la parole. Donc, voici ce que j'ai à dire. Devant ce spectacle de ruines, je voudrais rappeler les mots de Platon. Lorsque l'éducation est corrompue et qu'il est possible de la redresser, il convient de consacrer à cette tâche tous nos efforts tout au long de notre vie. Je crois que c'est un excellent point de départ. Ah, cela démarre mal, hein? Très, très mal. Le commissaire étranger peut et doit apporter sa contribution, faute de quoi nous ne pourrons atteindre les crédits nécessaires, hein? Toutefois, je vous prie de me croire, mes enfants, ce discours n'est plus adéquat à notre époque. Monsieur le commissaire international, permettez-moi avant tout, je m'aperçois que vous aussi vous êtes influencé par les conceptions rétrogrades. Hormis le fait que Platon ne me semble quand même pas représenter ce champion de la démocratie dont nous avons un si grand besoin, quel sens y a-t-il à dire que l'éducation est corrompue alors qu'il est évident qu'elle est gravement rétrograde? Si Platon voulait dire rétrograde,
Alors là, je suis d'accord, je signe. Je veux bien qu'elle soit corrompue. Mais vous comprenez, l'éducation est corrompue parce qu'elle n'est toujours pas adéquate aux impératifs d'un système global des communications. Il faut des réformes dures, mais nécessaires. Éventuellement mal vues par certains enseignants, n'est-ce pas, Madame Prudentia, Monsieur Parlobure, mais nécessaires pour être à la hauteur des temps historiques. Et vous, monsieur de Mauval, j'imagine que vous vous considérez comme historiquement nécessaire. Je crois que Desmoval veut nous suggérer que les temps historiques sont eux aussi strictement réglementés. Vous tirez d'affaire, comme d'habitude, par des petites blagues. Mais vous n'arriverez pas à comprendre qu'il faut que l'éducation marche du même pas que l'information mondialisée et qu'elle soit soumise à une évaluation objective. Si vous aimez le mot redresser, je vais moi-même en user. Il faut redresser la communication scolaire afin que les compétences véhiculées par le message éducatif atteignent plus directement leur destinataire et que le transmetteur didactique puisse recevoir tout aussi directement le feedback de la part du récepteur de manière à rendre possible l'évaluation exhaustive de la performance cognitive. Oh, quelle performance, monsieur de Mauval! Monsieur Desmoval, vous êtes toujours trop pressé. Nous avons du mal à marcher du même pas que votre époque historique. Prenons au sérieux, s'il vous plaît, ce que Diortos a à dire sur la corruption de l'éducation et vous, essayez d'écouter, ne fût-ce qu'au nom des exigences de l'internationalisation. Bon, alors d'accord, hein. Écoutons un peu ces histoires de corruption, mais à condition que ça ne me prenne pas trop de temps, hein. J'ai des choses plus importantes à faire. Malheureusement, nous n'avons aucun règlement clairement défini pour les travaux de cette commission qui fixerait précisément les temps, les modalités et surtout les critères de l'évaluation, à qu'il faudrait un règlement pour nous empêcher de gaspiller notre temps avec cet inutile bavardage. Oui, oui, parfaitement. Idéologique. Je crois au contraire qu'il faut prendre tout le temps nécessaire pour parler de ces sujets. Monsieur Desmoval, soyez courtois, essayez d'écouter. Cela vous servira au moins pour accumuler les crédits de l'évaluation. Tant que vous écoutez, nous essaierons quant à nous de trouver, à partir du problème de la corruption, quelques pistes à propos de la vérité de l'éducation. Toujours ce vocabulaire archéologique. Qu'entendez-vous par là? Que c'est un vocabulaire poussiéreux qui sent le moisi, dépassé par l'époque historique. La vérité, voyons. Vous en êtes toujours là, la vérité? Ignorez-vous qu'un philosophe a écrit un livre intitulé « Bye Bye Truth » ? C'est très fort comme titre, non? Ah bon? Et la vérité, qu'est-ce qu'elle a répondu? Bah, quelle question? Qu'est-ce que vous voulez que la vérité réponde? Et vous, monsieur Diortos, qu'en pensez-vous? Elle pourrait avoir répondu ceci. Mon cher philosophe, tu ne gagnes pas grande chose en me congédiant. Les vérités peuvent se passer de la philosophie, mais la philosophie ne peut se passer des vérités. S'il vous plaît, monsieur Diortos, rassurez-nous sur un point. Lorsque Platon parle de redresser, il n'est pas question de redresser la communication. Bien sûr que non. Mais à part le fait que j'ignore ce que redresser la communication pourrait bien vouloir dire, l'éducation selon Platon doit viser la vertu. Maintenant, nous savons que Desmoval n'est guère platonicien. Oh ben ça, c'est vraiment pas mon problème, hein. Il faut aussi préciser que de quelle vertu nous parlons. Il y a l'arête des philosophes et la vertu des révolutionnaires. Oh là là, les enfants! Alors là, vous êtes accrochés à des conceptions idéologiques qui appartiennent au passé et à tout le mal qu'elles ont engendré, hein? Maximalisme, terrorisme, totalitarisme. Ah ben le mieux est toujours l'ennemi du bien. Je propose de faire cesser ces querelles et de traiter directement le problème de la corruption. D'accord? J'ai déjà donné mon accord, bien que, puisqu'il compte, et que vous ne me fassiez pas perdre trop de temps, hein. Quoi qu'il en soit, Platon dit corrompu ou dévoyé et non rétrograde. Mais quel mot grec utilise-t-il?
Exercomai, littéralement dévier, au sens de dévier du droit chemin. D'accord, donc traduire par corrompu est incontestablement plus clair. Dévier ou dévoyer suggérerait l'existence d'une voie déjà donnée à laquelle il faudrait ramener l'éducation. Je crois au contraire que cette voie est à réinventer à chaque fois. La traduction littérale de dévier nous dévoirait-elle? Pour Platon, les choses ne sont pas aussi simples. Redresser l'éducation corrompue est une entreprise immense, si bien que, selon lui, il faut s'y engager tout au long de sa vie. Et quel est le mot grec pour redresser? Epanortustai, redresser quelque chose qui a été tordu, comme le mât d'un navire qui a fléchi. Et cela n'a rien à voir avec la communication. Donc redresser est une bonne traduction. Redresser au sens de changer quelque chose qui ne va pas. Bref, pour parler comme Mao, la situation actuelle de nos tâches. C'est toujours ce qu'indiquait autrefois Platon. L'éducation est corrompue et nous ne devons ménager aucun effort pour la redresser. Ah oui, je crois qu'on peut s'exprimer de cette façon. Et ne conviendrait-il pas, à cette fin, de prendre en considération d'autres efforts qui ont visé à contrecarrer une éducation corrompue? Il est certainement utile de le faire. Si nous écartons l'idée d'une voie déjà tracée qui mènerait à l'éducation vertueuse, nous pouvons considérer d'une manière plus juste la singularité de ces efforts. La corruption éducative s'est manifestée dans des conjonctures très différentes. Et je crois que toutes les tentatives faites pour la redresser ont été à chaque fois non seulement différentes, mais uniques. Toute invention dans ce domaine a été forcée de surmonter d'une manière nouvelle les obstacles qu'opposaient les circonstances déterminées de la corruption. Celles que connaissait Platon ne sont pas identiques à celles qui sont devant nous. Platon luttait contre les sophistes. Ils ne sont pas rares aujourd'hui. Ils ne le sont jamais. Je crois que cela relève de la corruptibilité intrinsèque de l'éducation. Que voulez-vous dire? Si elle se corrompt, c'est parce qu'elle est corruptible. Il n'y a pas d'éducation incorruptible. Avec vous, il faut une patience infinie. Les choses sont très simples, en fait. Le cerveau humain est une centrale pour la réception et la transmission des informations. La société est plus que jamais aujourd'hui un réseau informationnel. Et en dépit de tout votre bavardage philosophique, et malgré Platon, n'est-ce pas, éduquer consiste à redresser les connexions communicationnelles entre le cerveau et la société. Mais si les choses sont telles que vous les décrivez, pourquoi l'éducation s'éloigne du droit chemin? Si nous sommes tous à tel point communicationnels, l'éducation devrait être toujours spontanément bien orientée. Quel besoin donc de la redresser? Mais aujourd'hui, l'information a fait d'immenses progrès. Mais l'éducation est restée en arrière. Donc il s'agirait moins de la redresser que de l'accélérer pour marcher du même pas que les progrès de l'information. Accélérer. Accélérer, c'est ça. Vous venez de dire qu'il faut accélérer le progrès de la civilisation. En êtes-vous sûr, monsieur Desmoval? Vous croyez peut-être que parler d'accélération pourrait être considéré comme trop maximaliste? Mais non, personne ne pourrait vous attribuer de telles positions. Je veux dire, c'est une nécessité historique. Monsieur Desmoval, je constate que vous hésitez tout autant à propos de redresser que d'accélérer. Faut-il songer à introduire des notions telles que limiter la corruption de l'éducation? Mais vous insistez avec ces histoires de corruption. En tout cas, c'est autre chose que vous mentionnez, limiter. Oui, ça peut marcher, pourquoi pas? C'est moins maximaliste, limiter. Le mieux est toujours l'ennemi du bien. Il faut limiter les lacunes informationnelles de l'éducation. Pardonnez-moi, mais c'est moi que je ne suis pas d'accord cette fois-ci. La corruption, ce n'est pas les lacunes informationnelles. Ne voyez-vous pas ces ruines là-bas? Je pense qu'il faut limiter tant la corruption en acte que la corruptibilité intrinsèque. Le sens qu'il faut donner à cette distinction n'est toujours pas clair. Je veux dire tout simplement que, étant donné que l'on devient corrompu,
Il faut qu'il existe une tendance intrinsèque à la corruption de l'éducation, bien que cette corruption se manifeste dans diverses circonstances. Mais c'est qui corrompt l'éducation? La corruption ne vient pas de l'action des corrupteurs. C'est la marche normale des choses. Bien entendu, ils sont nombreux à seconder cette marche et même à la gouverner. Donc il serait plus exact de dire que c'est l'éducation dans sa normalité qui corrompt. Corruption de l'éducation serait aussi un génitif subjectif. Et la pédanterie du maître d'école et son autoritarisme ridicule sont un lieu commun comique. Il n'en est pas toujours ainsi, heureusement. Il est des maîtres qui arrivent à ne pas prétendre que leur enseignement se fonde sur la pédanterie. Pardonnez-moi. J'essaie de récapituler le discours pour mieux saisir où nous en sommes. Il me semble que les premières hypothèses se résument au point suivant. Premièrement, il est inutile d'imaginer une voie royale à laquelle l'éducation devrait faire retour. Deuxièmement, la corruption de l'éducation se manifeste en des circonstances diverses et variées, mais relèverait d'une corruptibilité immanente à l'éducation. Troisièmement, l'éducation serait à la fois corrompue et corruptrice. Pourtant, il ne s'agit que d'hypothèses négatives. Elles ne nous laissent guère de place. Il conviendrait de trouver une position affirmative. Il existe aussi des exceptions. Il y a des moments où la corruption est altérée. Les formes d'éducation qu'on peut qualifier de non corrompues ne sont à la rigueur que des exceptions, des moments rares, dans chacun desquels s'est manifestée l'invention d'une subjectivité didactique singulière. Il est possible que de telles exceptions limitent efficacement la corruption de l'éducation. L'enseignement de Socrate n'est-il pas une telle exception? Oh, il l'était sans aucun doute. Bien que Socrate ait été mis à mort pour avoir corrompu la jeunesse. Et c'est précisément l'éducation corrompue qui l'a mis à mort, n'est-ce pas? Certainement. Non seulement l'éducation corrompue ne reconnaît jamais sa propre corruption, mais tend spontanément à lutter contre tout ce qui la limite. Les sophistes luttaient avec acharnement contre Socrate. On peut donc dire que le séminaire de Lacan limitait aussi la corruption de l'éducation. Bien sûr, il a limité dans le domaine de la formation des analystes, mais il garde une valeur immense, même au-delà de son champ. En effet, le séminaire était ouvert à tout le monde. Lacan a été capable de le porter tout en résistant contre les agressions féroces. Ces agressions étaient plus précisément des mécanismes de défense, des agressions qui défendaient l'autonomous ego. Heureusement, l'International Psychoanalytic Association n'utilisait guère la ciguë. Ils se bornèrent à excommunier Lacan. Oh là là. Alors là, vous faites des détours vertigineux, hein. Vous vous rendez pas compte que la technologie de l'information a fait des pas de géant, hein? Socrates, c'était un jeu vidéo à la mode il y a 30 ans. Assez bien construit, hein? Et sur Lacan, eh ben, il y avait une chouette BD. Mais il s'agit de vieillerie. Je vois pas comment elle pourrait être recyclée dans les nouveaux programmes EIT. Platon et Lacan ne sont guère lus dans votre ministère, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, mais vous savez, nous avons d'autres chats à fouetter, hein? Les programmes et les méthodes de la communication éducative ne sont absolument pas adéquats au temps. Aujourd'hui, à l'époque d'Internet, l'université prétend enseigner comme on le faisait au Moyen-Âge. C'est absurde. Il y a même des gens, hein, parmi vous, là, qui connaissent toujours pas PowerPoint. Oh, vous restez très, très en arrière. Attention, monsieur Desmoval. PowerPoint est périmé même dans les briefings des entreprises. En outre, l'université médiévale était loin d'être méprisable. Elle n'avait même pas d'examen. Ah ben voilà de nouveau vos rêveries anarchisantes. Ce n'est pas une rêverie, les documents historiques en témoignent. C'est les jésuites qui ont inventé les examens. Et alors? Les jésuites, c'était bien. Et ils étaient les grands précurseurs de l'école future. Centralité de la communication et de l'évaluation. L'évaluation est la clé de la communication solaire.
Il faut que vous compreniez ça. Oh, monsieur Desmoval, toujours le grand évaluateur. Je ne suis pas grand, je ne suis que démocrate. L'évaluation est l'accoucheuse de la démocratie. Donc elle aussi est une forme de maïeutique. Est-ce qu'elle ressemble à la maïeutique de Socrate? Maïeutique? Ah ben si vous voulez, pourquoi pas, ça sonne assez bien ça. Donc pour vous, ce n'est que communiquer et évaluer quiconque. Croyez-vous que cela suffise? Bien sûr que non. L'évaluation démocratique des compétences cognitives est la base objective de la communication éducative. Mais outre les facteurs normatifs, il faut tenir compte des facteurs psychorelationnels. Et n'oublions surtout pas que, comme je le répète souvent, pédagogie rime avec empathie, oui. laquelle est aussi une forme de communication. Vous êtes incontestablement un auteur invétéré des rimes. Donc, monsieur Desmoval, la démocratie est selon vous une invention des jésuites? Oh, j'ai parlé à la rigueur de précurseurs. Ne m'attribuez pas des positions maximalistes. Leurs examens constituent un système très sérieux, il faut bien le reconnaître, d'évaluation démocratique. Mais nous avons fait des progrès énormes aujourd'hui. Nous avons enfin des méthodes qui garantissent la pleine objectivité. Il y a maintenant des tests pratiquement infaillibles pour l'évaluation des compétences dans n'importe quel domaine. Et j'espère que les progrès des neurosciences cognitives nous permettront bientôt d'obtenir des résultats absolument certains. Il suffira de bien régler un programme de neuroimaging. Les connaissez-vous, ces premiers plans de l'esprit en technicolor? Aujourd'hui, on peut les réaliser avec un rien. Il suffira d'avoir quelque chose de ce genre-là pour savoir si les parties du cerveau qui prennent telle ou telle couleur correspondent ou pas à la bonne réponse. Et vous en restez à l'université médiévale, mais l'histoire marche vite quand même. Incroyable. Le commissaire d'examen sera remplacé par la machine de la vérité. Ben, laissez tomber une fois pour toutes ces histoires de vérité. Vous ne voulez pas comprendre que l'objectivité dans l'évaluation de la réception des compétences cognitives est le pivot de tout système éducatif démocratique. Écoutez, avec toutes ces subtilités, j'utilise un euphémisme philosophique, vous avez fini par m'ennuyer. Une seconde. Allô, oui, Desmoval à l'appareil. Ah oui, très bien, bien sûr, j'arrive tout de suite, absolument, oui, je termine ça rapidement, je suis au ministère. Vous savez, je suis là depuis 6h30 du matin, Je préside une inspection avec une commission assez, comment dire, assez exigeante. Oui, en fait, je suis là avec 3 casse-couilles cauchemardesques. Ah oui, bien sûr, je suis très honoré par cette mission, Et pardonnez-moi d'abord, les agissements de la nouvelle agence que je dirigerai ne pourront qu'illustrer le ministère, ce dont j'espère que monsieur le sous-secrétaire et vous-même, vous saurez vous souvenir. Excellent! Je me consacrerai au plus vite à mes nouvelles tâches. À très bientôt. Voilà, nous avons terminé, les travaux de la commission sont finis. Mais comment ça, nous n'avons même pas commencé? Je viens d'être nommé directeur de l'AVATEIT. Pardon, veuillez m'excuser, mais ma connaissance de votre langue a ses limites. Je vais immédiatement augmenter vos compétences linguistiques. ATEIT est le système des entreprises territoriales de Edu-Infotainment, dont j'ai, comme je vous le disais il y a un instant, proposé la constitution. Le ministre vient de l'approuver et il m'a aussitôt nommé. Vous savez, il l'a fait motu proprio. Il m'a nommé directeur général de l'AVATEIT, l'agence d'évaluation qui dirige le projet. Je suis donc rappelé au ministère afin de rentrer dans mes nouvelles fonctions. Et qui va vous remplacer dans cette commission? Personne. La commission est dissoute. Dissoute? Comme ça? Sans autre forme de procès?
Étant donné que les règlements que j'ai proposés pour la mise en place de l'ATEIT viennent d'être approuvés par le ministre, les inspections des commissions déjà constituées ne sont plus nécessaires. Nous avons également des limites budgétaires incontournables. Et bien que cela ne vous réjouira guère, nous avons un emploi du temps strictement réglementé. Mais c'est vous qui avez pris ces décisions, monsieur Demeval, ou bien vous ne faites qu'appliquer les directives ministérielles? Comment pouvez-vous dissoudre instantanément une commission? Vous avez quelque chose à objecter, peut-être? Vous pouvez considérer cette décision comme un résultat de l'approche personnelle du directeur de l'AVATEIT. C'est comme vous voulez, Vous êtes un bel exemple d'évaluateur démocratique. Mais bien sûr que je suis démocratique. C'est très simple, comme je l'ai sans doute déjà rappelé, il n'y a pas de règlement adéquat. Si bien que jusqu'ici, vous avez pu, hélas, bavarder sur vos rêveries de ceci ou de cela. Et comme je suis un vrai démocrate, j'ai écouté vos opinions. Mais maintenant, j'ai été assigné à une fonction plus importante. Donc, il ne faut plus me faire gaspiller du temps. Je dois me rendre au ministère au plus vite. Au revoir, monsieur Diortos. Je vais noter vos coordonnées pour d'autres commissions qui demandent des crédits d'internationalisation. Et je ne veux pas vous oublier, vous non plus, là. On va rendre plus sérieuses les procédures de l'évaluation démocratique, vous allez voir. Et il vous faudra abandonner vos conduites irresponsables. Je dois y aller. Dieu merci, il est parti. Et j'espère au contraire que nous oublierons rapidement Demeval. Je crains quant à moi qu'il sera impossible de l'oublier facilement. Sous une forme ou une autre, Demeval reviendra. Il ne pourra jamais disparaître complètement. J'espère seulement qu'il ne reviendra pas trop tôt. Mais si vous le voulez bien, nous pouvons continuer entre nous notre discussion. Je le veux bien. Continuons. Sans doute, on peut continuer. L'ascension ministérielle de Demeval nous a débarrassés, quoique provisoirement, d'un obstacle persistant opposé à la réflexion. Accordons-nous un peu d'air frais. Mais pourquoi il ne pourra jamais disparaître entièrement? Parce qu'il incarne la normalité de l'éducation. Plus précisément, ce qui gouverne cette normalité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les exceptions. Traitons donc des exceptions. Exception par rapport à quoi? Suivant ce qu'on a dit jusqu'ici, il est question des exceptions par rapport à la corruption ordinaire de l'éducation, n'est-ce pas? Le génitif est-il objectif ou subjectif? Les deux, me semble-t-il. Lorsque l'éducation est corrompue, elle devient aussi corruptrice. La perspective que je vous propose est la suivante. Cette corruption est bien la normalité, lorsqu'elle n'est pas limitée par des inventions exceptionnelles. Ce point reste à clarifier. Quoi qu'il en soit, partons des exceptions. Quelles exceptions faudra-t-il considérer comme des moments exceptionnels de limitation de la corruption éducative? Nous avons déjà mentionné Socrate et Lacan. L'université médiévale fut elle aussi une grande invention. Mais il est possible de proposer d'autres exemples. Certains gens les considéreraient comme encore plus archéologiques que les précédents. Par exemple, l'école palatine de Charlemagne, les écoles centrales de la Révolution française, ou la révolution dans l'enseignement pendant la révolution culturelle. En réalité, les moments où la corruption éducative a été limitée ont vraisemblablement toujours été très nombreux. Nous n'en connaissons qu'une toute petite partie. D'innombrables autres doivent encore être arrachés à l'oubli ou repensés d'une manière radicalement neuve. Il faudrait peut-être introduire un éclaircissement préliminaire. Comment la corruption de l'éducation se manifeste-t-elle? Autrement dit, comment pouvons-nous la reconnaître? Ce n'est pas facile. L'éducation, je veux dire. L'éducation, vue dans sa normalité, fait partie des circonstances gouvernementales. Par conséquent, elle est enveloppée d'un perpétuel brouillard qui empêche d'en cerner immédiatement la corruption. Seules les inventions pouvant limiter la corruption de l'éducation permettent de dissiper ce brouillard. Mais si on a affaire à la normalité, si la corruption de l'éducation, génitif, subjectif et objectif, n'est-ce pas, est un élément structurel des circonstances gouvernementales, il faudra bien qu'existent des invariants ou au moins des manifestations répétées de cette corruption.
Je crois que c'est le cas. Suivant ce que nous pouvons déduire des inventions limitatrices que nous connaissons, nous pouvons dire qu'il y a au moins 2 invariants de la normalité éducative. Un premier invariant est la tendance générale à transmettre les savoirs, ou selon le jargon actuel, les compétences, tout en considérant la pensée non seulement comme du temps gaspillé, mais aussi bien comme un danger. Penser, bien entendu, penser par soi-même est considéré comme une mauvaise habitude dont il faudrait se débarrasser au plus vite. Il y a quelques années, une importante agence d'information a lancé une campagne de publicité dont les slogans principaux étaient « No time for think » et « The end of think, the beginning of know ». Je vois. Donc, une première manifestation de la corruption de l'éducation est l'incitation à pratiquer un savoir sans penser. Et le deuxième invariant? Le deuxième invariant consiste à mon sens en ceci, que l'expérience éducative dépourvue d'inventions limitatrices tend spontanément à créer une hiérarchie fondée sur le savoir. En haut, ceux qui savent, en bas, ceux qui ne savent point. Le maître, lorsqu'il ne s'interroge pas sur son propre désir, que désire réellement un maître, finit inévitablement par tenir le discours du maître. L'évaluation est ce qui fait aujourd'hui de l'expérience éducative l'un des rituels hiérarchiques de la connivence sociale et décide qui est le maître. Le maître des mots, comme le disait Humpty Dumpty. Mais le refrain qu'on a de cesse d'entendre dit qu'on ne peut faire l'impasse sur l'évaluation. Tout dépend de ce que l'on souhaite faire. Une chose est de vouloir garantir la supériorité du maître sur la base de sa fonction consistant à établir un classement, censé se fonder sur l'objectivité prétendue du nombre. Et un autre est d'essayer de dresser un bilan de ce qu'on est en train de faire pendant une expérience éducative déterminée, afin de pouvoir ajuster le tir, de comprendre ce qui a bien marché et ce qui au contraire demande des changements. Dans l'université médiévale, il est vrai, il n'y a rien de comparable aux examens des jésuites. Toutefois, il y avait des discussions informelles au cours duquel le magistère essayait de comprendre grâce au discipuli de quelle manière sa leçon avait marché. Donc, nous pouvons dire que les 2 invariants dans lesquels se manifeste la corruption de l'éducation sont la tendance à la marginalisation de la pensée et la tendance du discours du maître d'école à se conformer au discours du maître? Oui, nous pouvons dire qu'il s'agit bien de ces 2 invariants. Mais alors, si la manifestation de ces 2 tendances ne peut être reconnue qu'à travers les inventions qui limitent la corruption éducative, dans ces inventions, il faudra bien que nous trouvions des grandes ouvertures à l'égard des pensées novatrices et des possibilités égalitaires. Bien sûr, sans de telles ouvertures, elles ne seraient point des inventions. Je crois que dans les inventions didactiques existent toujours au moins 2 tendances. Des nouveautés intellectuelles en excès sur le cadre des savoirs transmis par l'éducation ordinaire dans les circonstances présentes, et des inventions politiques égalitaires qui défont les hiérarchies normales d'un monde historico-social donné. Des moments exceptionnels, à la fois intellectuellement et politiquement. Des exemples? L'école palatine de Charlemagne, dont je parlais. Il y avait en elle un nouveau courant de savants linguistes, dont Alcuin était la figure centrale. Il y a eu toute une effervescence autour de l'étude de la langue d'un point de vue entièrement grammatical, structuraliste, en un certain sens, qui avait beaucoup de rapport avec les grands thèmes philosophiques de l'époque. Bien sûr, il y avait des disputes interminables sur la valeur grammaticale et philosophique du mot « ens ». Ces problématiques résonnent toujours dans la philosophie contemporaine. Elles viennent de très loin, que l'on songe au participe présent qui comparticipe tant de l'étant que de l'être. Une joint venture, ontique, ontologique, n'est-ce pas? Charlemagne soutient particulièrement la nouveauté intellectuelle constituée par l'étude de la langue pour une raison précise. La langue, écrit-il dans un de ses épîtres. C'est clair, un empereur ne pouvait s'exprimer qu'à travers des épîtres. La langue, dit Charlemagne, peut faire obstacle à la vérité. Faire obstacle, disait-il?
Il disait que, comme la langue marche trop rapidement, elle risque de dire des mensonges. Il est remarquable que le problème se pose en termes de langue et vérité. Et qu'il soit posé sur le terrain de la grammaire. Dans l'école palatine était étudiée la manière où la langue fonctionne sous un angle rigoureusement grammatical. Cela peut paraître constituer le sommet du formalisme, mais il s'agit en réalité, ainsi que l'explique Durkheim, d'une grande invention didactique. Dans l'école palatine, la grammaire est étudiée pour ralentir la vitesse de la communication. Le problème est le suivant. Comment ne pas être parlé par la langue? Le souci de tout poète est de maîtriser le parasite parolier. La capacité de reconnaître les fonctions structurelles est nécessaire pour que la pensée ne soit pas emportée par la communication. Charlemagne visait l'ouverture d'un espace de liberté inédit pour l'éducation ordinaire de l'époque. L'invention de l'école palatine jaillit d'une nouveauté intellectuelle de la première importance. Desmoval dirait que tout cela l'ennuie profondément. Est-ce que vous regrettez Desmoval? Pourquoi donc? Je ne crois pas. Il est peut-être vrai que nous ne pouvons l'oublier totalement, mais nous ne pouvons au moins prendre le temps pour la réflexion lorsqu'il n'est pas là en personne. C'est lui qui nous fait gaspiller du temps en réalité. Il faut rajouter que Charlemagne souhaitait que l'école palatine ouvre ses portes à des jeunes qui n'étaient pas issus de grandes familles d'aristocrates. Il se méfiait beaucoup des capacités intellectuelles des jeunes hobereaux. Excusez-moi de vous proposer d'interrompre provisoirement cette énumération d'inventions scolaires, bien qu'elle se fasse suivant ma propre proposition, car discuter de ce sujet nous permettra d'accéder à une vision plus large, tout en orientant notre regard vers ces ruines là-bas. Mais je crois que nous n'avions toujours pas cerné le vrai noyau du problème. Pourtant, nous avons déjà trouvé quelque chose. Certaines hypothèses de travail. La normalité de la corruption de l'éducation et l'exceptionnalité de ses limitations. En outre, nous avons dit que il y a des manifestations invariantes de la corruption que contrecarrent les inventions éducatives. D'accord. Donc, si on adopte cette perspective, le problème est le suivant. Qu'est-ce que c'était l'école d'État au XXe siècle? Une invention ou une des manifestations de la corruption éducative normale? Elle fut avant tout un appareil d'État. Est-ce que sa nature étatique constituait un facteur de corruption en soi? Ou bien des éléments de limitation ont pu être efficaces dans ce cadre? Je crois que ces questions ne peuvent être traitées que moyennant quelques distinctions. Nous savons que l'existence de l'école d'État, l'école publique, a eu comme condition toute une série d'inventions égalitaires. Il faudrait distinguer ces inventions égalitaires de la nature étatique de l'école au XXe siècle. Toutefois, cette distinction n'est pas facile à tracer. L'école a été pendant des décennies une cible privilégiée des interventions gouvernementales de tous bords. Et l'enjeu d'une compétition acharnée entre des systèmes étatiques ennemis. C'était aussi l'un des facteurs de son développement impétueux. État socialiste et État capitaliste ne faisaient pas que s'effrayer les uns les autres d'un point de vue militaire. Leur compétition portait aussi sur la mise en place de systèmes scolaires. Et donc, ne pourrait-on suggérer qu'une relation existe entre la fin de cette compétition-là et le déclin de l'école d'État? Je crois qu'il en est bien ainsi. Toutefois, nous devons reconnaître que sur ces questions, nous ne pouvons qu'avancer en piétinant. Tous les repères conceptuels habituels, historiographiques, sociologiques, pédagogiques, sont devenus pratiquement inutilisables. Notre problème principal est de créer une nouvelle perspective politique pour nous orienter sur ce terrain. La perspective de la lutte des classes, l'idée que l'école est l'école de la classe dominante, ne jette plus guère de lumière sur ces ruines-là. Elle ne dit pas grand-chose sur l'école du XXe siècle. Althusser avait proposé la thèse de l'école comme appareil idéologique d'État, ou AIE comme il l'écrivait. Ce n'était plus la perspective de la lutte de classe au sens strict du terme. Je n'ai pas le sentiment que cette thèse a été très éclairante. L'école comme AIE dominant, héritant de la fonction de l'Église, c'est un tableau assez imaginaire et très eurocentrique, comme on dit aujourd'hui. C'est un texte écrit autour de
1968-1969, dans lequel on ne trouve pratiquement aucune référence à ce qui est en train de se passer. Il s'agit en dernière instance d'une première dénégation de mai 68, et pour Althusser, de son retour dans le PCF. Et quel était l'AIE dominant dans la Chine impériale? Le confucianisme? Les examens des fonctionnaires? Peut-être la langue écrite elle-même? D'ailleurs, en Chine, l'institution des écoles depuis la fin du XIXe siècle se fait à travers l'impulsion de mouvements intellectuels et politiques très importants. Non seulement en Chine, en Europe aussi. L'école publique, l'école d'État, s'est constituée à travers des grandes luttes politiques et intellectuelles. C'était tout autre chose que la relève d'un ancien AIE dominant par un renouveau. Alors, si, comme vous l'affirmez, l'idée de l'école comme outil de la classe dominante ne nous oriente plus au milieu de ces ruines, et la théorie des AIE ne nous fait guère sortir de cette impasse. Mais il faudra revenir sur ce point. Cela signifie qu'il faut construire de nouveaux instruments pour penser l'école d'État au XXe siècle. Faute de quoi, soit on se résigne devant sa destruction, soit on continue à attendre sa restauration miraculeuse. Soit on s'engage à toute allure sur la voie de la communication. Communiquer en éduquant et éduquer en communiquant, comme dirait de Mauval. Un poète tel que lui ne saurait se priver d'un chiasme. Quoi qu'il en soit, la perspective sur laquelle nous sommes en train de réfléchir affirme que les inventions scolaires susceptibles de limiter la corruption ordinaire sont très diverses et singulières, tout en étant caractérisées par leur capacité commune d'ouvrir le savoir à la pensée et de porter une instance égalitaire. Dans l'un comme dans l'autre cas, à l'origine, il y avait une nouveauté dans la pensée, entrelacée avec une nouveauté politique. Mais si l'école d'État a pu constituer un facteur de limitation, c'est qu'elle doit avoir subi une impulsion intellectuelle et politique singulière. Il en est bien ainsi. Jamais l'école d'État n'aurait existé sans une série de grands moments politiques égalitaires et de grandes inventions intellectuelles. Toutefois, son développement a été très complexe, fait d'anticipation, interruption, période de forte expansion et un point d'impasse. L'impasse, ce serait les années 60 ? Bizarre impasse cependant, car ces années-là furent aussi très riches en inventions. Je crois que le problème d'une appréciation juste des années 1960 est décisif pour penser l'école d'État. À ce propos, j'aimerais vous poser une question. Les expériences éducatives pendant la révolution culturelle ont été citées parmi les inventions. Mais n'appartiennent-elles pas à ce point d'impasse? En réalité, elles furent un moment d'invention particulièrement expérimentale. La révolution culturelle visait à créer une conception entièrement neuve de l'école en tant que telle, et cette visée relevait d'un questionnement radical du caractère égalitaire de l'école d'État. Sur la révolution culturelle pèse aujourd'hui la consigne du déni intégral. Elle n'est plus mentionnée que comme un épisode de pure et simple destruction, mais les expérimentations y furent en réalité très nombreuses dans tous les domaines, et notamment dans celui de l'éducation. En 1966, Mao Tse-tung avait écrit la célèbre lettre du 7 mai pour la révolution dans l'enseignement. L'idée fondamentale était de faire de la société une grande école. Mais qu'est-ce que Mao entendait par là? Scolariser la société ou socialiser l'école? Ni l'un ni l'autre. La société était pour lui un concept politique. L'ensemble de toutes les inventions égalitaires. Faire de la société une grande école voulait dire mettre les expériences éducatives à l'épreuve de ces expérimentations politiques. L'éducation n'avait de valeur qu'à condition de promouvoir le rétrécissement des trois grandes différences, à savoir les trois grands piliers qui conservent le régime anti-égalitaire. Les différences entre ville et campagne, entre des travaux différents, et bien entendu entre positions dirigeantes et subalternes. Une hypothèse communiste sur l'école. Tout le monde devait s'engager plusieurs mois par an dans des activités qu'ils n'avaient jamais entreprises. Les ouvriers devaient devenir aussi des paysans, au moins en partie. Et vice-versa, les soldats devaient travailler aussi à l'usine et à la campagne. Les étudiants, les enseignants et tous les fonctionnaires d'État devaient faire l'expérience des activités les plus diverses.
Et tous ceux qui menaient des activités manuelles devaient avoir le temps pour étudier. Sur l'expérience dont vous parlez, un oubli presque total est tombé. Un oubli imposé. Je rappelle que Mao Tse-tung était très attentif aux détails. Lorsqu'il parlait des paysans, il aurait dû avoir le temps pour étudier, il précisait. Et même ceux qui se consacrent à la pisciculture et à la sylviculture. On pourrait dire qu'il y avait aussi dans ce cas de figure une injonction existentielle s'adressant à tout un chacun afin qu'il se consacre par tous ses efforts au redressement de l'éducation corrompue. L'hypothèse qui soutenait ces expérimentations était que, afin de créer de nouvelles écoles, il est nécessaire de participer à des inventions égalitaires. La valeur de la transmission du savoir était sous la condition de cette capacité. C'était des expérimentations visant à limiter la corruption ordinaire de l'éducation. Alors, deux questions. Le problème de l'égalité était incontestablement central dans la grande école, mais ces expérimentations-là furent rapidement liquidées après la mort de Mao. Y avait-il une impasse interne? Visait-elle un dépassement radical de l'école d'État ou bien en gardait-elle certains aspects? Je crois qu'il vaut mieux commencer par la deuxième question. L'invention égalitaire est décisive pour la naissance et le développement de l'école d'État, mais son trajet a été long et complexe. Et pour l'étudier, il ne suffit pas de partir du constat de son caractère étatique. Nous ne pouvons l'ignorer pourtant. C'est vrai. Mais ce que nous voulons savoir est si dans l'école d'État, il y a effectivement eu des éléments d'invention intellectuelle qui ont mené à une limitation de la corruption éducative. J'entends par là des éléments que nous ne pouvons trouver dans une soi-disant rationalité bureaucratique des appareils d'État. On pourra y trouver plus facilement l'orientation opposée et qui font que l'école d'État, l'école publique, ne saurait être réduite au résultat des technologies du gouvernement. Il y a donc des facteurs non gouvernementaux à l'origine de l'école d'État? Il n'est pas facile de les cerner. L'enchevêtrement est très serré. Peut-on indiquer un case study? Que l'on songe aux écoles centrales de la Révolution française, leur création est ratifiée après Thermidor, mais elles sont un produit de la convention pour laquelle l'éducation était un souci majeur. Elle fut redécouverte par Durkheim dans l'évolution pédagogique en France au début du XXe siècle. Les révolutionnaires visaient à inventer quelque chose de complètement nouveau. D'abord, ils ouvrent pour la première fois à toutes les sciences modernes. Mais le problème est comment les faire coexister? Comment organiser la transmission de tous ces savoirs très différents les uns des autres dans un site unifié? Foucault affirme que les nouvelles sciences qui ont surgi au cours du passage à l'époque moderne, économie, biologie, linguistique, ne sont plus pensées comme des domaines qui convergent spontanément sur un espace général du savoir. Chacune d'entre elles reste, selon Foucault, recroquevillée sur elle-même. Pouvons-nous parler de spécialisation à cet égard? Je dirais que chacune de ces disciplines est beaucoup plus concentrée sur la singularité de son objet. Le travail, la vie, le langage, est beaucoup moins soucieuse de s'inscrire dans un ordre général et unifié du savoir. Dans de telles conditions, la décision de laisser les étudiants choisir librement leurs cours fut très sage et en dernière instance très pragmatique. Plus rien ne faisait tenir ensemble a priori ces savoirs-là afin d'en tirer un système didactique unitaire. Rien sauf un certain désir de l'étudiant, un certain studium. Cela aurait été impensable dans la perspective du collège des Jésuites ou dans les survivances de l'ancienne université. Hugo a dit que les hommes de la Convention étaient à la recherche d'un point de réel dans ce qui est considéré habituellement comme impossible. Les deux grandes nouveautés furent l'ouverture aux nouvelles sciences dans tous les domaines, tout en laissant provisoirement en suspens le problème de leur unité didactique et le caractère égalitaire de l'éducation. Sur ce point aussi, chacun était laissé libre de choisir ses maîtres. Dans l'université médiévale aussi, les étudiants pouvaient choisir leur propre maître. Donc, dans les écoles centrales, le rôle de ceux qui sont moins savants était également valorisé. Ces nouveautés qui caractérisent les écoles centrales ne relèvent pas de la mise en place de nouvelles technologies gouvernementales. D'ailleurs, ces écoles furent oubliées pendant très longtemps. Et au XIXe siècle,
elles sont considérées comme le sommet du désordre scolaire, propre à la Révolution. C'est Durkheim qui les réapprécie en tant qu'invention sans précédent. C'est son expression, invention sans précédent, qui anticipe l'école moderne. Mais l'école d'État ne se généralisera qu'un siècle plus tard. Durkheim considère le 19e siècle comme une période dépourvue de nouveautés réelles dans le champ scolaire, voire comme une régression. En réalité, il y avait à l'époque de grandes nouveautés intellectuelles, mais ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'elles convergent dans la généralisation de l'école d'État. Des nouveautés à la fois politiques et scientifiques. Oui, étroitement liées les unes aux autres. Les nouveautés politiques sont principalement portées par les communistes organisés, notamment à partir de 1848. Mais les communistes sont à la fois des militants de l'égalitarisme politique et des soutiens enthousiastes de la science contemporaine. Non seulement Darwin est considéré comme un génie et un précurseur par Marx et les marxistes, mais les nouveautés scientifiques dans tous les domaines sont étudiées très attentivement en tant qu'ouverture matérialiste, allant dans le même sens que la politique révolutionnaire. Les communistes sont aussi des partisans fervents de l'instruction de masse. Ils ont toujours organisé les formes les plus diverses d'éducation politique populaire, le manifeste, est lui-même le résultat d'une expérience éducative. Il représente la synthèse du séminaire théorique que Marx et Engels donnent en 1847 pour la Ligue des Justes. Pour les prolétaires, la condition fondamentale de l'organisation politique est l'étude théorique. S'élever théoriquement du manifeste. La conception matérialiste de l'histoire est à la fois un principe d'organisation politique et une vision scientifique dont le pivot est la dictature du prolétariat et qui s'inspire de la nature expérimentale des sciences modernes. Mais l'école d'État, l'école publique, a été fortement soutenue par les communistes et par les partis ouvriers. Oui, mais elle a toujours fait l'objet de controverses. Marx critiquait l'idée d'un État éducateur du peuple tout entier. Il s'insurgeait qu'on n'essaie pas de nous faire croire qu'on entend par là un État futur. Dans la critique du programme de Gotha, il dit que, au contraire, c'est l'État qui a besoin d'être éduqué d'une rude manière par le peuple. Ces sarcasmes étaient intarissables à l'égard de la foi en l'état typique de la secte lassallienne, laquelle préconisait justement l'État éducateur. Marx proposait en revanche une série de mesures gouvernementales garantissant les ressources nécessaires pour ouvrir des écoles à une échelle locale, avec tout au plus des formes de supervision, mais sans système scolaire étatique centralisé. Mais toutefois, sans les partis ouvriers, l'école d'État n'aurait pas existé au XXe siècle. La peur du communisme joue un rôle décisif sur ce point. Les gouvernements européens comprennent, vers la fin du XIXe siècle, qu'ils sont confrontés à un sérieux danger. C'est la grande impulsion politique du communisme qui mobilise les prolétaires pour qu'ils s'élèvent théoriquement et créent des organisations politiques indépendantes et qui salue les savoirs modernes en tant que condition favorable à l'instauration de la dictature du prolétariat. C'est pour répondre à ce défi que répondre à ce défi que l'école publique commence à se généraliser. Il s'agit d'une concession que le gouvernement accorde aux instances égalitaires afin de les contenir. Il est moins dangereux d'éduquer le peuple que le laisser s'élever théoriquement par ses propres forces. Ce n'est pas une concession bienveillante, mais un moyen pour faire face à un danger majeur. Il est vrai aussi que l'école d'État traverse une période d'expansion inédite au moment où les pays socialistes, ces pays qui déclaraient incarner la dictature du prolétariat, la génération de l'école d'État devient un axe majeur des plans gouvernementaux. La guerre froide aussi a joué un rôle. La concurrence entre les deux grands systèmes, capitaliste et socialisme, ne concernait pas que la menace militaire. Elle impliquait aussi une compétition civile, par exemple, autour du système scolaire étatique et de son expansion. Sans la guerre froide, le développement gigantesque de l'université aux États-Unis n'aurait jamais eu lieu. Ce n'est que dans les années 1950 que l'université nord-américaine est devenue dominante à l'échelle mondiale grâce à sa compétition avec l'URSS. Pardonnez-moi, j'aimerais qu'on revienne sur un point déjà mentionné.
celui de l'unité de l'espace général du savoir. Les écoles centrales inventent le système des cours librement choisis. Elles reconnaissent par là l'incomplétude originaire de l'espace unifié des savoirs modernes. Mais est-ce que l'école d'État s'est confrontée ensuite à ce problème? Ce n'est peut-être pas le cas si le système de la classe finira par revenir. Essayons de nous orienter grâce à quelques grilles foucaldiennes. Au début du XXe siècle, Durkheim décrit un tableau général du savoir entièrement unifié. C'est sur cette base qu'il esquisse les programmes de l'école secondaire. Et il fait preuve d'une grande prévoyance. Dans ces programmes, on trouve tout ce qu'il y a de mieux dans l'école publique et peut-être quelque chose de plus. Durkheim souhaite par exemple que l'anthropologie soit inclue dans les programmes de l'école secondaire. Il fait remarquer à plusieurs reprises que les savoirs modernes ne peuvent ignorer les problèmes de l'inconscient, la conscience obscure comme il l'appelait. Pourtant, un élément fondamental lui permettait d'affirmer qu'une unité générale des savoirs modernes s'était finalement stabilisée à l'époque. Durkheim parle depuis le point de vue des sciences humaines qui venaient d'être pleinement reconnues. Il théorise leur existence en tant que savoirs indépendants qui sont à la fois des éléments intégrés dans un nouvel ordre scientifique et des facteurs de cette intégration. Il soutient l'essor de la sociologie en tant que science. Non, non seulement. Il soutient aussi l'indépendance scientifique de la psychologie. Il mène des recherches anthropologiques, historiques. Il fait aussi l'histoire des inventions éducatives, comme dans l'évolution pédagogique en France. Le titre a été attribué par les éditeurs. D'ailleurs, il ne restitue pas l'esprit de cet ouvrage où il n'est guère question d'évolution. Il aurait pu s'intituler « Les inventions pédagogiques en France ». Je crois que ce titre aurait été tout à fait adéquat. Je crois que la perspective de les mots et les choses nous aide à mieux cerner le moment où Durkheim donne son cours. Pour Foucault, c'est les sciences humaines qui confèrent en dernière instance une consistance unitaire à l'épistémé moderne au début du XXe siècle. Non seulement leur développement se produit dans le voisinage des sciences empiriques, la psychologie côtoie la biologie, la sociologie, l'économie et les études littéraires, la linguistique, mais elles finissent par être prises comme un tout, par occuper le vide épistémique constitué par leurs relations, ou plus précisément leur non-relation, réciproque. C'est dans cet espace vide qu'apparaît la figure de l'homme. Les sciences humaines tirent des sciences empiriques un ensemble de concepts et opèrent sur eux un transfert sur le terrain des représentations. L'homme est l'être doté de ce qu'on va appeler les représentations mentales. Il ne fait pas que vivre, parler et travailler, mais il a le pouvoir aussi de se représenter la vie, le travail et le langage. Cet homme donc revêt une fonction de médiation qui supplée à une impasse constitutive de l'épistémé moderne, à l'impossibilité de la pensée comme unité. Bien sûr, mais ici un énorme problème surgit. Foucault dit que la figure de l'homme est le résultat toujours précaire d'une conjoncture épistémique déterminée et que les sciences humaines sont par conséquent des médiatrices dangereuses dans l'espace général du savoir. Ce diagnostic, dont l'aboutissement est l'image finale de les mots et les choses, de l'homme, comme trace sur du sable au bord de la mer, est plausible au milieu des années 1960. Mais au début du XXe siècle, Durkheim pouvait affirmer une vision systématique de l'école secondaire parce qu'il considérait l'espace général du savoir comme un champ unifié. Il ne voyait pas le danger de ces médiateurs dont parle Foucault, à savoir l'instabilité des pouvoirs unificateurs des sciences humaines. Au début du XXe siècle, Durkheim se situe au carrefour entre la première reconnaissance universitaire des sciences humaines et la généralisation de l'école d'État. Ce qui explique aussi le décalage d'un siècle entre les écoles centrales et la diffusion de l'école d'État. Je crois que la stabilisation des sciences humaines à la fin du XIXe siècle est une condition de l'expansion des systèmes scolaires d'État centralisés. Un décalage semblable existe aussi dans le champ universitaire. Au début du XIXe siècle, les idées de Humboldt sur l'articulation entre enseignement et recherche constituent une anticipation puissante. Mais ce n'est que dans les années 1980 qu'elle s'incarne dans une institution étatique qui englobe la didactique de tout le système des savoirs modernes.
Mais toutefois, si le 19e siècle n'était pas très riche en nouveautés scolaires, il était richissime en inventions politiques qui ont des effets sur l'école d'État. Mais comment se situe-t-elle dans ce cadre épistémique? Sur ce point, les grilles de lecture foucaldiennes ne nous fournissent plus aucune aide pour nous orienter. Pour Foucault, Marx n'est que le nom d'une certaine tendance dominante dans les savoirs à une certaine époque de l'épistémé moderne. Pourtant, c'est bien le marxisme, en tant qu'espace d'invention politique, qui donne une impulsion décisive à la constitution, à la consistance d'un cadre général du savoir. Mais cela ne se produit peut-être parce que le marxisme se constitue lui-même comme un espace général du savoir qui constitue moins une alternative à l'épistémé moderne qu'une version plus large et mieux structurée que celle-ci. Il faut distinguer la structure idéologique et organisationnelle des États socialistes avec comme facteur principal de stabilisation une sorte d'épistémé marxiste. Mais le marxisme, en tant qu'espace d'invention politique, exerce une fonction d'unification, non du point de vue de l'État, mais dans la mesure où il traite l'ensemble des savoirs modernes comme une ressource révolutionnaire indispensable pour s'élever théoriquement. C'est pourquoi il représente un danger qui produit une unification réactive dans le champ universitaire. Les réactions des gouvernements face au danger d'une dictature du prolétariat qui soutiendrait la science moderne devient l'un des grands vecteurs de l'instauration des sciences historico-sociales dans l'université. Mais les premiers sociologues sont très anti-marxistes. Bien entendu, Weber et Durkheim partent précisément d'une réfutation des théories marxistes sur l'origine du capitalisme et la division du travail. La sociologie sera récompensée par son exclusion des programmes universitaires dans les États socialistes, au moins jusqu'à une certaine époque. Mais mis à part la sociologie dans les universités socialistes, il y a pratiquement les mêmes cours qu'à l'Ouest. Et les programmes sont compatibles avec ceux des autres universités. Bref, le socialisme est l'héritier légitime de l'université telle qu'elle se constitue à la fin du XIXe siècle. Non seulement l'héritier, il l'intensifie. Il vise à faire de l'université l'un des principaux éléments de son prestige. Lacan disait que le socialisme était le triomphe du discours de l'université. Non seulement l'université, l'école d'État, l'école publique, dans son ensemble était le champ dans lequel le socialisme devait fournir la preuve de sa supériorité à la fois scientifique et égalitaire. Mais alors, si l'école d'État au XXe siècle a été partout identique, pourquoi ne faudrait-il pas la considérer comme un appareil d'État ? Peut-être non absolument dominant, mais en tout cas doté d'un prestige très grand. Que survit-il dans l'école d'État de son impulsion politique, pour ainsi dire originaire? La nature étatique de l'école au XXe siècle n'est-elle pas une source majeure de la corruption éducative? C'est que le prestige de l'école d'État et son existence ont été sous condition de cette impulsion politique égalitaire, précisément. Qu'elle se soit développée afin de faire face à un danger, qu'elle ait été le fruit d'une compétition entre des systèmes gouvernementaux, ce n'est pas à partir de l'évolution des formes et des appareils étatiques qu'elle surgit, mais d'une série d'inventions égalitaires. Faut-il en fournir une preuve? Aujourd'hui, l'école publique n'a aucune orientation discernable en dehors de son devenir communicationnel et entertaining. Précisément parce que les inventions politiques égalitaires sont faibles et dispersées. La naissance, le développement et le déclin de l'école moderne sont politiquement marqués. D'accord, mais selon les critères dont nous traitions il y a peu, si l'école d'État au XXe siècle n'a pas été que de la corruption, quelles furent en effet les inventions éducatives susceptibles d'ouvrir le savoir à la pensée et de limiter le caractère tendanciellement gouvernemental de la fonction du maître? Au XXe siècle, il y a eu énormément d'expériences éducatives novatrices, libératrices, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école d'État, bien qu'elles ne soient connues qu'en petite partie. Et c'est justement à cause de l'impulsion égalitaire qui a déterminé leur existence que l'école d'État, en
en dépit du bureaucratisme qui l'a toujours dominé, ne pouvait fermer entièrement les espaces de l'invention didactique. De nombreux enseignants ont réussi à utiliser intelligemment ces ouvertures. Il en est bien ainsi. Il arrive à plusieurs d'entre nous de garder le souvenir particulier de quelques enseignants, parfois d'un seul, qui nous ont ouvert des perspectives plus vastes. Et ce, non seulement à travers les savoirs qu'il transmettait, mais principalement à cause du regard qu'il jetait sur sa propre discipline et sur sa fonction. Il y a eu aussi des grands moments collectifs d'invention. Aux origines de l'école en Chine, depuis la fin du XIXe siècle, il y a une série de mouvements intellectuels et politiques très novateurs. Déjà, à la fin du XIXe siècle, un grand mouvement intellectuel, les réformateurs de 1898, soutient la création de nouvelles écoles ouvertes à la science moderne. Lorsque la révolution de 1911 éclate, est lancée la réforme scolaire de Cai Yunpai, une figure géniale, anarchisant dans sa jeunesse, qui devient ministre de l'Éducation pendant seulement quelques mois. Il esquisse, en s'appuyant sur des vastes horizons politiques et philosophiques, un nouveau système scolaire fondé sur le principe que l'éducation doit constituer une expérience de libération de l'esprit. Cette expérimentation fut brève, mais fondamentale. Mais l'éducation en Chine devait se libérer d'un héritage immémorial d'oppression. Comme le disaient les étudiants radicaux à l'époque, 2000 ans de savoir sans pensée. Évidemment, il y avait eu aussi des exceptions limitatrices. Il est impossible de ne pas penser pendant 2000 ans. Toutefois, le système des examens impériaux était un cauchemar. Apprendre les classiques confucéens par cœur pouvait conduire à la démence. Que l'on songe au célèbre récit de Luxun, où un homme devient fou précisément en étudiant les classiques et finit par croire que les classiques ne sont composés que de 2 caractères, répétés sans cesse et partout, Qi, Ren, manger des hommes. Ainsi, Luxun ne voyait dans l'éducation confucéenne que de la pulsion de mort. Je ne crois pas que cette idée serait très appréciée par les autorités chinoises aujourd'hui. Luxun est incompatible avec le marx-confucianisme. L'idée même de la guerre populaire prolongée fut en dernière instance une grande expérience éducative. Pour un paysan, devenir un soldat de l'armée populaire de libération représentait une ouverture intellectuelle extraordinaire. De vraies écoles furent ouvertes dans les villages des zones libérées, lesquelles furent souvent porteuses d'expérimentations novatrices. L'une de leurs cibles principales était l'éducation circulaire, dans laquelle le maître enseigne ce que l'on a appris à ses maîtres à des élèves, qui l'enseigneront ensuite à d'autres élèves. Ayan Mao donnait régulièrement des leçons de stratégie militaire, de politique et de philosophie. Je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup d'expériences éducatives analogues en Europe, notamment dans le mouvement communiste, en dehors des tentatives de la Krupskaya après la révolution d'octobre. Bon, j'imagine qu'il y a eu des choses analogues, parfois dans des situations semblables à celles de la Chine. Il ne faut pas croire que l'école coïncide toujours avec les blancs et avec les bancs et la chair. La guerre des partisans contre les nazis a été en Europe un moment riche en expériences d'auto-éducation. Dans un roman extraordinaire, Piccoli Maestri, Les Petits Maîtres, Luigi Meneghello raconte avec passion l'expérience de ces jeunes de 20 ans. C'était l'âge de nombreux résistants qui étaient souvent encore plus jeunes, forcés de repenser tout ce qu'ils avaient appris dans les écoles fascistes, par exemple à propos de l'italianité, la romanité, etc. Pour ce faire, ils durent devenir leurs propres petits maîtres. Cela me fait penser à Marc Bloch qui écrivait son apologie de l'histoire au même moment où il participe à la guerre de résistance. Il écrit son livre au nom d'une nouvelle manière d'enseigner l'histoire, de l'enseigner en luttant contre les préjugés transmis habituellement par la didactique de l'historiographie. Il disait que les historiens devaient se libérer du virus du présent. La guerre représente pour lui un moment de grande tension intellectuelle, tant comme résistant que comme historien et comme enseignant. Pour en rester aux grands exemples, le cours de Durkheim sur l'histoire de l'école en France. L'évolution pédagogique a lui aussi l'allure d'une innovation militante. D'ailleurs, Marc Bloch gardait un souvenir admiratif de ces leçons-là. C'était un cours destiné à la formation de futurs enseignants de l'école secondaire.
Durkheim enseignait à reconnaître dans l'histoire de l'école secondaire en France des grandes inventions éducatives. Il montrait que ces inventions ont été très variées en ce qui concerne la durée, les contenus, les méthodes didactiques, et qu'elles étaient surtout sans précédent. C'était un beau coup d'envoi pour les parcours des futurs enseignants. D'accord. Dans l'école d'État, il y a eu de grandes ouvertures. Des facteurs égalitaires y agissaient qui limitaient la corruption éducative, comme on l'a déjà rappelé. Mais cette école était par ailleurs l'une des principales circonstances gouvernementales au XXe siècle, dont l'essor et le développement sont redevables à des inventions politiques, mais aussi à la peur du danger égalitaire. Tant que ce danger a été visible à l'horizon, l'école d'État a exercé une certaine réduction des inégalités. Et c'est justement grâce à ces conditions politiques égalitaires qu'une certaine ouverture du savoir à la pensée a pu, en dernière instance, tenir. En effet, jusqu'à une certaine époque est resté vivant l'idéal humboldtien, d'une université capable d'enseigner un savoir ouvert à l'insu, d'un enseignant qui certes donne des leçons à des gens qui apprennent, mais qui devrait aussi ouvrir des perspectives inédites que l'enseignant n'arrive plus à cerner du fait de son trop de savoir. Un tel enseignant a besoin des étudiants, précisément parce qu'ils en savent moins que lui. S'ils n'allaient pas vers lui, c'est lui qui devrait aller vers eux. Sur ce point aussi, la hiérarchie entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas tend à se défaire. Mais au fond, c'est l'idéal de Lyotard dans la condition postmoderne. Former des futurs chercheurs en les rendant capables d'apprécier de façon critique ses propres recherches, toujours en cours. Un enseignant enseigne ce qu'il sait, mais aussi quelque chose qu'il ne sait pas, quelque chose sur lequel il n'a pas de certitude, qu'il est en train de rechercher, qu'il aimerait pouvoir discuter entre pairs, former des pairs, dit-il. La dimension égalitaire ouvre la didactique à la pensée. Elle limite le discours du maître qui nous guette toujours de derrière un maître d'école. Toutefois, la dimension gouvernementale de l'école d'État est en quelque sorte l'envers de sa dimension égalitaire. Autrefois, on aurait dit qu'entre ces deux dimensions passait la lutte des classes. Ce qui ne dit pas grand-chose sur l'affirmation universelle de l'école d'État, qui a été réalisée au XXe siècle par toutes sortes de gouvernements, peu importe la classe censée être représentée. À la limite, cet énoncé nous dit que l'école est tiraillée par une lutte entre tendances opposées. Mais Althusser la théorise comme un appareil idéologique d'État traversé par la lutte des classes. Pouvons-nous dire tiraillé entre une classe et l'autre ? Je tiens ce point pour le plus faible de tout. Le texte althussérien est pour le symptôme d'une impasse politique et philosophique. Vers la fin, il conclut de manière hâtive que ce qui importe du point de vue politique est la lutte des classes dans les AIE. C'est un pur flatus vocis, juxtaposé au reste de son discours. Il faut pourtant sauver l'honneur d'Althusser. Son texte représente une grande tentative philosophique. À partir de ces impasses, d'autres ont pu se frayer de nouvelles voies. Mais le problème est donc de savoir quels facteurs différents de la lutte de classe ont tiraillé l'école d'État. L'école d'État a été déterminée par une condition égalitaire, dans une acceptation qui implique aussi l'ouverture du savoir à la pensée. Mais elle est également l'une des situations gouvernementales modernes qui œuvrent non seulement à contrôler les inventions égalitaires, mais aussi à les remplacer par un dressage centré sur les hiérarchies rituelles. Les deux visages de l'école d'État sont, d'une part, une institution égalitaire et, d'autre part, un lieu de rassemblement rituel de masse de jeunes. Mais comme dans la caverne de Platon. Le mythe platonicien représente la normalité des circonstances gouvernementales, du point de vue desquelles l'école d'État ne constitue nullement une exception. La condition égalitaire fonde les exceptions, implique de nombreuses sorties de la caverne ainsi que des retours, sans pour autant que la croyance en la réalité des ombres s'affirme totalement. Donc, ce n'est pas la lutte d'une classe contre une autre, mais celle des exceptions égalitaires contre la normalité rituelle. Aujourd'hui, la normalité triomphe dans la mesure où les inventions politiques égalitaires sont faibles. Toutefois, cette normalité n'est pas réellement la normalité habituelle. Elle représente des traits tout à fait contemporains. Sa structure relève d'une réaction contre quelque chose qui a existé et qui est l'ensemble des inventions politiques précédentes et de leurs effets dans le domaine scolaire.
Cet ensemble d'inventions était le communisme. Le communisme était le nom de l'horizon général de l'invention égalitaire. Mais c'était aussi le nom d'une série de gouvernements étatiques durables au siècle dernier. Certains d'entre eux sont toujours assez vivants. Mais la plupart se sont effondrés vers la fin des années 80. Ce n'était que le résultat d'une crise datant des années 1960 et qui remonte en réalité aux années 1950. La crise des États socialistes et celle de l'école d'État sont contemporaines l'une de l'autre. La version socialiste de l'école d'État se présentait comme la meilleure possible. Sur ce point aussi, il convient de repenser les années 1960 si l'on veut penser sa crise et son déclin. Mais l'impasse de l'école d'État socialiste survient dans les années 60 ? Oui, mais à l'origine de cette impasse, il y avait une série d'inventions politiques qui ont investi profondément l'école d'État socialiste. Pendant la Révolution culturelle, le champ de l'éducation a été traversé par des expérimentations nombreuses, très répandues et extrêmement controversées. Ces expérimentations furent assez vite liquidées. Et il faut préciser que plusieurs de ces expérimentations surgirent et se développèrent à l'extérieur ou aux marges de l'école publique. Leur influence réelle sur les transformations de l'école d'État a rencontré des résistances opiniâtres, précisément parce que l'école socialiste se présentait comme le nec plus ultra de l'éducation égalitaire. L'ouverture des écoles populaires autogérées dans les campagnes et des universités ouvrières dans les usines, des initiatives fortement soutenues par Mao Tse-tung, étaient au contraire du point de vue du primat historique de l'école d'État. Historique, vous dites ? Il faudrait dire cela de Mauval ? Historiquement, justement, ces écoles expérimentales étaient dans l'hypothèse la plus favorable, tolérées comme des remèdes complémentaires, grossiers, utiles uniquement là où le système étatique n'arrivait pas à agir. Mais à l'origine de ces expérimentations, il y avait la question de la valeur égalitaire de l'école socialiste, par-delà sa suprématie étatique. L'une des cibles les plus fréquentes était son bureaucratisme et, pour sa part, l'école d'État qualifiait les expérimentations de peu crédibles. L'un des points conflictuels les plus aigus furent les examens. Dans la Chine impériale, les examens avaient fait l'objet d'un culte presque religieux. C'était donc de l'évaluation. Eh bien oui. Des disputes très vivaces eurent lieu pour ou contre les examens. D'une part, ils furent abolis parce qu'ils étaient considérés comme des instruments de la discipline, totalement inadéquates aux expérimentations égalitaires. D'autre part, le ministère rechignait à accorder le statut d'école au sens plein du terme sans des examens régulièrement approuvés à partir de critères bien définis. À l'origine de l'ouverture des nouvelles écoles, il y avait le désir d'expérimenter de nouvelles formes d'éducation qui voulaient évaluer elles-mêmes le résultat et mettre en cause la normalité de l'école d'État. L'école socialiste prétendait incarner l'équilibre parfait entre la normalité gouvernementale et l'exception égalitaire. C'était le socialisme tout entier qui prétendait incarner un tel équilibre parfait. Et l'école d'État devait représenter l'une de ses principales manifestations. Mais la révolution culturelle éclate d'abord dans les universités, dans les écoles. En 1966, se manifeste dans le champ scolaire une tendance de masse vers la création de formes organisationnelles politiquement autonomes. Pendant 2 ans, il s'en forme des milliers partout. Elles sont autonomes par rapport non seulement à l'organisation scolaire, mais aussi à la structure du parti de classe. Effectivement, la remise en question de la valeur politique du parti de classe commence avec le différend sino-soviétique, bien qu'elle prenne la forme d'un différend autour de l'orthodoxie socialiste. Oui, dans la formation politique des Gardes rouges, les textes de la polémique contre l'URSS étaient sans doute présents. En réalité, la révolution culturelle a eu un préambule dans le domaine historiographique, un différend inaugural autour de la valeur politique d'une pièce de théâtre sur l'histoire chinoise. Pendant une décennie, il y a eu des débats autour de questions majeures sur les rapports entre histoire et politique. Mais que la révolution culturelle a éclaté d'abord dans les universités, les écoles, est habituellement expliquée par le fait que des adolescents naïfs étaient ensorcelés par le culte de Mao. Ah, il faut être weberien jusqu'à la moelle pour croire que cette tempête-là ait pu être déclenchée par le charisme. Si une telle crise politique, qui inaugure en réalité celle de tous les partis communistes, s'est manifestée d'une manière aussi tumultueuse dans l'école et dans l'université, c'est à cause du rôle unificateur, y compris dans le champ culturel et scolaire, du parti de classe. Dès que la valeur égalitaire de celui-ci est remise en question, dès que le parti de classe est mis à l'épreuve d'une expérimentation de masse, feu sur le quartier général.
ne voulait dire que cela. La capacité, pour ainsi dire, épistémique du socialisme se dissipe. La crise de l'école d'État socialiste serait-elle une manifestation de la crise du parti de classe? Ce serait le sujet d'un autre trop long dialogue. Et la crise à la fois politique et épistémique de l'école socialiste serait le fondement de la crise de l'école d'État en général? On pourrait dire que c'est sur ce point que le discours moderne sur l'université s'arrête. Un autre sujet immense. Il faudrait reprendre ces réflexions en ayant plus de temps. Je m'aperçois que le soleil est déjà bien levé sur cette colline. Il n'y a pas assez d'ombre. Il faudra se revoir pour continuer à parler. Dirigeons-nous vers la fraîcheur de ce bosquet. Pour moi aussi, l'heure est venue de rejoindre mon bateau. Voudriez-vous m'accompagner et continuer la conversation tout en marchant? Avec plaisir. Bien entendu. Allons-y. Lorsque tout le monde se prépare pour sortir, de Meval rentre soudain, visiblement irrité. « Mais que faites-vous ici, monsieur le président de Meval? Nous ne vous attendions pas. Qu'est-ce qui se passe? » Rien. Vous avez dissous la commission, mais nous avons continué les travaux en votre absence. Vous avez bien fait. Je suis là pour conclure les travaux. À vrai dire, c'est nous qui venons de les conclure. Pardonnez-moi, monsieur Desmeval, mais êtes-vous en train de dire que notre commission a été officiellement rouverte? Toujours suivant votre approche personnelle? Ou alors c'est une décision qui vient d'en haut? Expliquez-nous, toutes nos compétences cognitives vacillent. Un piège. Voilà tout. On m'a tendu un piège. Le comité ministériel a fini par approuver un autre projet. Pratiquement identique au mien, un plagiat intégral, à ceci près que le nom choisi est Unité locale de production et du l'infotainment, ULPEIT, qui d'ailleurs sonne très mal. Mais ce qui importe le plus est que, mis à part le fait qu'ATEIT sonnait parfaitement bien, ces ULPEIT sont parfaitement identiques aux ATEIT que j'avais inventés. Un renard tel que vous qui se fait voler un projet, c'est incroyable. Mais je croyais qu'il avait été approuvé motu proprio par le ministre. Un complot contre moi et contre mon parti. Nous autres, membres de démocratie communicationnelle, nous sommes depuis toujours des fidèles soutiens du nouveau tribunat. Mais nous avons subi une scission imprévue. C'est un complot ourdi à la dernière minute par un courant maximaliste qui a réussi à infiltrer ses hommes dans le comité. Et ces sécessionnismes, comment s'appellent-ils? Communication démocratique. Je vois. Une démarcation fort tranchée vous sépare d'eux. Et la rupture est-elle irréparable à votre avis? Par une voix. Comprenez-vous? Par une seule maudite voix, ils ont réussi à faire approuver leur projet qui était d'ailleurs indiscernable du mien. Si bien qu'ils ont eu recours au même sigle, EIT. Mais comment se fait-il qu'un homme tel que vous n'ait pu rien faire pour confondre ces sécessionnismes et réagir face à cet ignoble plagiat? Il m'avait proposé d'adhérer au nouveau groupe, tout en m'assurant que mon projet aurait été approuvé, mais j'ai refusé. Bravo, quelle cohérence. Le ministre m'a personnellement appelé au téléphone afin de me prier de rester dans le parti, en disant que tout était en ordre et en me garantissant que l'approbation du projet aurait été plus que certaine si j'avais refusé d'adhérer à Communication démocratique. Toutefois, pardonnez-moi, vous avez choisi de placer le mot démocratie avant le mot communication. Les autres sont peut-être plus adéquats aux exigences de l'époque? Oh, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est les voix au sein du comité, hein. C'est très simple. Si j'avais adhéré à Communication démocratique, mon projet aurait été approuvé avec 3 voix d'écart. Une voix qu'ils avaient déjà, une deuxième que j'aurais apportée et une troisième que j'aurais soustraite à démocratie communicationnelle.
3 voix d'écart, vous comprenez? Dans les classements de l'évaluation, c'est pas une chose anodine. Ne soyez pas vexé, votre droiture morale compte aussi. Oh, moi, c'est surtout l'évaluation qui compte, hein. Et j'ai fait retour ici, justement, pour finaliser les travaux de notre commission et assigner les évaluations au commissaire. Pardonnez-moi, mais vous n'avez rien entendu de nos entretiens et vous prétendez néanmoins de nous évaluer? Oh, tout est très simple, hein, il faut simplifier les procédures. Voilà. Combien de temps a parlé chacun d'entre vous? Nous ne sommes pas mesurés au chronomètre. Oh, mais d'accord, mais pouvez me dire qui a parlé le plus longtemps? Je crois me rappeler que Parlomur a parlé assez longtemps. Je le savais. Diortos et moi-même, nous avons parlé un peu moins, mais c'était plus ou moins le même temps pour tout le monde. Bon, Madame Prudencia, je vous connais assez bien et je crois pouvoir dire que vous avez parlé plus longtemps que Monsieur le Commissaire international. L'évaluation est donc très simple et évidente. Celui qui a parlé le plus longtemps a gaspillé davantage de temps à cause de son inutile verbiage idéologique, donc il mérite 0 crédit. Pour vous, Madame Prudencia, 1 crédit, et pour Monsieur Dortos, 2 crédits. Incroyable, Monsieur Parlomur, je vous dépasse d'1 crédit. Mais je mérite une meilleure évaluation pour mes compétences cognitives prévisionnelles. En effet, votre prévision était exacte. Demoval est de retour plus actif que jamais. Dixi et salvavi animam meam. Attendez, c'est lui? C'est lui? Ou son secrétaire? C'est un appel important. Il n'y a pas de réseau ici. Je crois que maintenant nous pouvons vraiment partir. Je commence mon voyage en direction de l'île de Crète. C'est un long voyage, monsieur Dortos. J'espère que nous nous reverrons. Merci, je l'espère moi aussi. Allons-y, on vous accompagne jusqu'au port. Laissons Demoval en train de remplir ces tableaux avec nos voix. Allô? Allô? Ah, c'est vous, monsieur le ministre? Oui, c'est moi, c'est moi. Je suis à la commission d'inspection. Oui, les travaux sont terminés, hein, bien entendu. L'évaluation est faite. En tout cas, en ce qui concerne l'imprévu d'aujourd'hui, je veux dire, mais c'est incroyable, voyez-vous, je suis sincèrement déçu après tant de preuves de fidélité et toutes vos promesses. Un simple accident de parcours, vous dites? Ah, c'est vrai. Alors vous me rassurez, les jeux ne sont pas faits. Vraiment. Oh bon, je suis soulagé, hein. Un nouveau groupe parlementaire. Excellent. Ah, le nouveau nom semble vraiment très bien. Hein. C'est une scission réussie, ça. Ouais. Évaluation et communication. C'est un nom formidable. Hein. On obtiendra des résultats qui feront époque. Si je suis partant, bien sûr, je suis partant. Hein. Vous pouvez compter sur mon adhésion. Hein. Je me rends tout de suite au ministère. Mais cette fois-ci, hein, pas de mauvaises blagues. Hein. J'arrive.